moyennement détaillée des activités qui ont lieu et qui ont cours au laboratoire de vision système numérique. Donc, j'ai emprunté aussi des travaux de mes collègues pour vous donner un éventail et un aperçu plus complet des activités qui ont lieu au laboratoire de vision système numérique et qui tournent autour de la 3D ou des technologies associées. Alors, qu'est-ce que c'est que le 3D de manière générale? C'est des technologies qui permettent l'acquisition, la modélisation, la visualisation et l'exploitation de données décrivant la géométrie des objets. Hein? Quand on prend une photo avec son téléphone intelligent, on a l'apparence de la scène qu'on observe. Avec les technologies 3D, on a parfois l'apparence, certaines caméras permettent de l'avoir, mais aussi la géométrie. Et lorsqu'on a la géométrie, on a l'information tridimensionnelle, et là, à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin. Dans presque toutes les activités humaines, il y a du 3D. Pourquoi? Parce qu'on évolue dans un univers 3D, et 4D si on inclut le temps, mais il reste quand même que la géométrie est partout dans notre vie. Une première façon d'obtenir de l'information 3D, c'est celle qu'on utilise, nous, les systèmes biologiques en grande majorité, c'est-à-dire une paire stéréoscopique. Donc, on observe un objet à partir de deux points de vue différents et la triangulation nous permet de trouver la distance d'un point dans la scène à partir des images qui sont captées par notre rétine. Mais il y a d'autres méthodes. Pour se faciliter la tâche, on peut utiliser un laser qui va placer dans la scène un point beaucoup plus brillant que les autres. Donc, à ce moment-là, il ressort plus facilement, puis on peut faire de la triangulation et aller chercher l'information de distance et de géométrie avec une méthode qu'on dit triangulation laser active. J'ai des exemples aussi là-dessus. Vous avez aussi des approches par défocalisation. Je n'insisterai pas trop sur le truc, mais c'est une caméra qui, lorsqu'on observe la scène avec hors foyer, ben, la largeur de la tâche de défocalisation est inversement proportionnelle à la distance des objets, si l'objet est proche. Donc, c'est la même chose. On envoie soit une impulsion laser, soit une impulsion sonore, et on attend que ça revienne, puis on mesure le temps. La vitesse de la lumière étant connue, à ce moment-là, on peut, en mesurant le temps, calculer la distance. Maintenant, si on pense à la résonance magnétique, bien là, cette fois-ci, c'est de l'information sur le volume. C'est-à-dire qu'on peut avoir non seulement de l'information sur la surface, mais aussi ce qu'il y a sous la surface. Et ce qui est un avancement majeur en médecine, c'est qu'on peut maintenant aller voir sous la surface ce qui se passe. Il y a aussi des ultrasons. Alors, les échographies, c'est quelque chose qui est maintenant courant en médecine. Et vous avez ici la vision infrarouge qui nous permet de mesurer la température des objets à partir d'un capteur. Donc, vous avez un capteur ici, vous avez l'image d'un chat où les points rouges sont chauds et les points bleus sont plus froids. Alors, ce que ça nous permet de voir, c'est si on stimule avec une onde sonore un objet, bien, il va nous retourner, dépendant des différentes parties, une image plus ou moins chaude, et la chaleur va nous donner de l'information sur ce qu'il y a soit sur la surface, mais aussi ce qu'il y a dessous la surface. On a développé une paire stéréoscopique qui peut, grâce à deux moteurs, actionner un mécanisme parallèle dans lequel on a monté des petites caméras là, qui ne sont pas plus grosses que le petit doigt. Et vous voyez ici les deux yeux qui traquent l'extrémité brillante d'un petit bâton qu'on agite devant la caméra. Et ce qui est intéressant, c'est comme les yeux peuvent converger, on peut observer soit des objets plus loin ou des objets plus proches, mais avec une précision intéressante. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir un capteur inspiré de la biologie, on utilise un scanner laser. Comme on dit, le laser est beaucoup plus facile à percevoir dans une image que tous les autres points parce qu'ils sont brillants par rapport aux autres points. Alors les trois petits points ici là, sont pour permettre de référencer le capteur par rapport à un référentiel de coordonnées globales, parce qu'évidemment, quand on le bouge, ben, il change de position. Et s'il change de position, ben, les mesures qu'on prend sont toujours dans un référentiel différent. Si on veut les modéliser en un seul objet, ben, il faut les mettre dans le même référentiel. Ça sert à positionner le capteur-là. La grosse innovation de ce capteur-là, c'est qu'il est tenu en main. Souvent, les capteurs 3D sont fixes, mais là, on peut le prendre puis mesurer ce qu'on veut. Il y a une théorie qui s'appelle les light fields, où vous prenez plusieurs images, un très grand nombre d'images, de plusieurs points de vue différents, puis ensuite, vous générez une image de points de vue qui n'ont jamais été observés, à partir des images que vous avez observées. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'interpolation de vue. Alors, je vous lance la vidéo. Alors, vous voyez ici, c'est un mécanisme à câble, donc Clément Gosselin est dans le décor, sur lequel on a monté une caméra avec une carte mémoire sur laquelle on peut stocker les images. Et on a un objet sur un fond vert pour faire comme ils font à la météo, là, pour séparer la personne de l'arrière-plan. Et les plaques que vous voyez ici, ça permet de calibrer le capteur, la position du capteur par rapport à la scène. Donc on capture des images, puis ensuite, on est capable de visualiser cet objet-là de n'importe quel point de vue, même si les points de vue n'ont jamais été observés.
Estimation de la forme, c'est un montage qu'on a mis au point avec Patrick Hébert et Maxime Miknevich, qui est l'étudiant de doctorat qui travaille là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir obtenir la forme et l'apparence d'un objet, mais d'objets de géométrie complexe, mais aussi de texture de surface très compliquée. Si vous voyez la tête d'orignal qu'il y avait là, c'est un objet relativement diffus. Hein, il diffuse la lumière, il n'est pas spéculaire, donc il n'est pas comme un miroir, il n'est pas transparent. Donc ça, c'est un objet qu'on pourrait qualifier de facile. Si vous prenez une bouteille avec des réflexions spéculaires, des transparences, ça devient très difficile. Donc on a mis au point un système qui permet d'éclairer un objet de toutes sortes de points de vue, de faire l'acquisition d'images noir et blanc ou couleur de toutes sortes de points de vue et de faire tourner l'objet pour l'observer de différents points de vue pour construire un modèle géométrique et d'apparence de l'objet. Alors l'intérêt de ça, c'est pouvoir faire, par exemple, des modèles d'objets pour lesquels on a la géométrie, mais aussi l'apparence, et de recréer, avec un éclairage artificiel, une image qui serait perçue de n'importe quel point de vue, avec n'importe quel éclairage, mais qui a été mesuré avec un éclairage qui n'était pas celui qu'on a généré, évidemment. Donc, c'est utile au cinéma, c'est utile à l'animation, ainsi de suite. Alors, on a travaillé avec des gens en art de la scène, du département des littératures, pour mettre au point un système qui s'appelle un castelet électronique. C'est un plancher de scène mobile. Alors, pourquoi faire ça? Ben, les metteurs en scène, on l'a appris à force de travailler avec eux. Ils ont plein d'idées. Ils sont vraiment maniaques de technologie. Et nous aussi, donc, on a travaillé ensemble sur un projet financé par le Conseil national des arts et CRSNG pour mettre au point une scène actionnée. Et c'est ce qu'on appelle donc des pixels mécaniques. Alors, vous voyez ici, c'est des zones de 3 par 3 pixels mécaniques qu'on actionne avec des moteurs que vous allez voir un petit peu plus tard, je pense, dans la vidéo, je ne suis pas certain. Et on peut actionner les pixels comme on veut. Maintenant, on a travaillé sur d'autres travaux en traitement d'images médicales. Ici, ce que vous voyez, c'est des contours de coupe de résonance magnétique d'un foie. Alors, un poumon. Et ce qu'on voulait faire, c'est faire le traitement d'image pour trouver la forme 3D du poumon à partir des différentes coupes et des tumeurs éventuellement sur ce poumon-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on entoure nos coupes de résonance magnétique dans une espèce de cube, puis on fait rétrécir le cube comme si on faisait le vide dans ce cube-là. Et le cube se resserre tranquillement sur la forme, permet d'interpoler entre les coupes et d'extrapoler pour les coupes qui sont au-dessus, qu'on n'a jamais mesurées. Description de la marche d'une personne, travaux de Robert Bergevin et Frédéric Jean. Alors, en sécurité, ce qui peut être intéressant, vous avez tous vu les applications de reconnaissance de visage, mais si vous ne voyez pas le visage, il y a les vêtements. Les vêtements, ça se change. Alors, la démarche de quelqu'un, si je marche comme ça, vous pouvez me reconnaître. C'est un élément qui permet de discriminer des personnes entre elles. Alors, c'est très difficile de faire ça avec une caméra, une seule caméra. Alors, ce que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui marche. On traque ses 2 pieds et sa tête. Et à chaque pas, on définit un plan qui est ce qu'on appelle un stride, un pas. Et on déplie ce plan-là avec des méthodes de géométrie projective pour avoir une description mathématique de la trajectoire de chacun des pieds sur la trajectoire adoptée par l'humain. Autre chose qu'on fait avec la vision artificielle en sécurité, cette fois-ci, c'est en sécurité routière. Donc, ce qu'on constate avec l'âge, c'est que les personnes âgées, pas qu'elles sont moins bonnes à conduire, mais ont pu oublier certains comportements de conduite sécuritaire pour toutes sortes de raisons. Alors, l'objectif de nos recherches, ce n'est pas d'enlever le permis de conduire aux conducteurs âgés, c'est plutôt de mettre au point des programmes de formation pour les rééduquer à la conduite sécuritaire, mais en simulateur de conduite. Alors, pour faire ça, on a un simulateur de conduite avec l'habitacle de voiture, tout est instrumenté, et on observe une personne de 3 points de vue différents. C'est-à-dire qu'on a comme 3 paires stéréo. 1, 2, 3. Et on est capable d'estimer la position et l'orientation de la tête. Si vous devez changer de voie ou faire un dépassement, il faut vérifier le miroir, le rétroviseur latéral et vérifier l'angle mort. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on traque les 2 yeux et l'extrémité du nez, ça nous forme un triangle. Avec ce triangle-là, on est capable d'avoir la position et l'orientation de la tête et de vérifier si la personne, effectivement, vérifie son angle mort lorsqu'il y a évitement de collision. Simulation basée sur la physique pour la réalité virtuelle, bien, le 3D permet de construire des modèles. Avec des modèles 3D, on peut créer des environnements virtuels. Avec les environnements virtuels, on peut faire des simulations. Alors, ce que vous avez ici, c'est un système qu'on a développé il y a quelques années,
qui simule un sous-marin d'inspection des barrages, Hydro-Québec notamment, pour aller détecter s'il y a des fissures ou des réfections à faire aux différents ouvrages hydroélectriques notamment des barrages principalement. Et vous voyez ici un petit sous-marin d'inspection avec son câble, son ombilique, qui est relié généralement à un bateau ou au-dessus du barrage. Et ce sous-marin-là est potentiellement muni de capteurs qui vont aller inspecter la surface d'un barrage. Ici, pour s'amuser, on a mis 2 sous-marins connectés par un ombilique. L'ombilique est approximé par des segments de droite et la force de résistance entre l'ombilique, les sous-marins, etc., est recréée là. C'est vraiment une simulation basée sur la physique. Alors, l'objectif de ça, ça serait de planifier des interventions d'inspection de barrage pour perdre le moins de temps possible, parce que quand on interrompt les turbines, évidemment, on perd de l'électricité et on perd évidemment donc des revenus. Alors, on a développé dans un environnement immersif, Cave, un système qui permet de manipuler des simulations avec des gants de réalité virtuelle. Tout ça est visualisé en stéréo avec des lunettes stéréoscopiques. Ici, vous avez un environnement, c'est assez difficile de montrer ça dans une présentation, mais ici, ce que vous avez, c'est une simulation. Vous avez ici donc plusieurs simulations. Julien Charles, qui est un de ceux qui a développé, associe cette simulation-là, a développé le système, associe cette simulation-là à un modèle d'élévation de terrain, joue un scénario, regarde ce qui se passe et se dit, OK, si je changeais un paramètre de cette simulation-là, par exemple, le blindage des véhicules, la quantité de cargo donnée à la population, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que j'aurais une meilleure allégeance, je me ferais moins tirer dessus, et ainsi de suite? Bon. Ça s'applique aussi à la planification en chirurgie, ce n'est pas uniquement militaire. Des situations complexes en commandement et contrôle, et aussi en ce qu'on appelle en search and rescue, en recherche et sauvetage. Comment vous faites ça? Alors là, on peut rejouer des simulations, modifier les paramètres de simulation, voir ce que ça donne, et tout ça en immersif. Alors ici, c'est comme si Julien Charles avait une petite baguette, puis il allait saisir des objets en 3D. Il les visualise en 3D. Nous, évidemment, ici, on ne peut pas les voir parce qu'ils sont projetés sur un plan. Et donc, on peut interagir avec les simulations en environnement immersif. Alors, quel est l'avenir du 3D selon moi? Bon, ça va s'étendre à toutes les sphères d'activité. Plus grande convivialité avec des capteurs. Alors, un des objectifs de Créaform dans les travaux de la chaire qui le finance et qui les intéresse, c'est d'avoir des capteurs qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Hein, vous prenez un iPhone, vous le sortez de l'emballage, vous êtes capable de l'utiliser. Ce n'est pas encore tout à fait le cas avec les capteurs 3D, mais ce qu'on vise, c'est justement que quelqu'un qui veut de la numérisation 3D pour son travail ne soit pas un expert en numérisation 3D, mais utilise ça comme s'il en était un. Plus d'outils de manipulation et de visualisation des informations 3D. Donc, on a eu toutes sortes d'efforts un peu segmentés. On essaierait de mettre ça dans des environnements entièrement virtuels où des personnes peuvent elles-mêmes intervenir. Des interfaces personne-machine sans contact basées sur le 3D. On voit avec la Kinect que ça s'en vient. Mais il faut travailler fort là-dessus quand même, parce que la Kinect, c'est bien amusant pour un jeu. Là, mais si vous voulez faire de la simulation de chirurgie avec ça, oubliez ça. Et la réalité virtuelle immersive personnelle. Alors, vous connaissez probablement tous Facebook, 800 millions de membres sur la planète. Imaginez Facebook 3D, immersif. Ça s'en vient. Vous pouvez acheter pour 700-800 $ un écran stéréoscopique chez Future Shop. Vous pouvez avoir des télés 3D. Vous en mettez 3, vous avez un environnement immersif. Vous pouvez magasiner en 3D sur une personne qui est votre avatar, qui marche comme vous, avec des vêtements que vous avez choisis et que vous avez essayé virtuellement. La seule chose qui n'est pas virtuelle là-dedans, c'est le cash que vous allez payer quand vous allez acheter quelque chose. C'est ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci.